Des trois châssis Ford victorieux au Mans, il est le plus célèbre. Il est également celui qui a le plus beau palmarès. Il est plus fameux encore que les deux châssis des victoires officielles acquises par Ford en 66 et 67. De plus, il fut, tout au long de sa carrière en circuit, orné des couleurs mythiques de Gulf, bleu ciel et orange. Dans cette capsule, je vous propose de revenir sur l'histoire fabuleuse de la Ford GT40, châssis numéro 1075. Ce châssis 1075 a roulé durant les deux saisons 1968-1969. Il sortait des ateliers de l'un des sorciers du sport automobile anglais, John Wyer. Mais pour comprendre la genèse de 1075, pour comprendre dans quel contexte il a vu le jour, il nous faut revenir à 1963. Pourquoi 1963 ? Eh bien, tout simplement parce que c'est cette année-là que les négociations entamées entre le géant de Dearborn et le Lilliputien de Maranello ont échoué. Ford était désireux de s'offrir des victoires sportives à bon compte. Ferrari était à court d'argent et cherchait des soutiens. Mais alors que les tractations sont déjà très largement entamées entre les deux parties, une petite clause va s'ajouter au contrat qui va fortement déplaire à Ferrari. Il n'a pas le plein contrôle des activités sportives de sa Scuderia. Pour lui, c'est inenvisageable. Il ne doit pas dépendre du bon vouloir de Ford pour savoir s'il peut ou non s'inscrire en compétition. Il rompt les négociations. Chez Ford, ce refus de Ferrari passe mal. Hein. Henry Ford est un tout petit peu ronchon, ça peut se comprendre. Du coup, il lui prend un coup de sang et il se dit je vais aller battre Ferrari sur leur terrain, je vais taper là où ça fait le plus mal, je vais aller les battre au Mans. Rien que ça. Il faut quand même se souvenir qu'au printemps 1963, Ferrari au Mans, c'est déjà 6 victoires, dont les 3 dernières éditions. 1949, 1954, 1958, 1960, 1961, 1962, Ferrari au Mans, ils savent faire. Décider d'aller les combattre sur leur terrain, pas facile. Mais Henry Ford II a une botte secrète, et oui, c'est l'argent. Bien avant Emmanuel Macron, il décide qu'il va appliquer le « quoi qu'il en coûte ». Quoi qu'il en coûte, et rapidement en plus, s'il vous plaît, lui, il imagine que dès 1964, une victoire est possible. Puisque le grand patron est très pressé, on va aller chercher les compétences là où elles se trouvent. On fait donc appel en toute logique à John Wyer. Cet Anglais de 53 ans est notamment connu pour avoir mené Aston Martin à la victoire au Mans en 1959. Et comme la victoire Aston Martin a été acquise avec des moyens qui n'ont rien à voir avec ceux que Ford met en application, on se dit que la victoire va venir facilement. Je ne vais pas vous faire ici l'histoire de la Ford GT40, on fera peut-être ça dans une autre vidéo. Mais sachez que l'on crée donc la Ford Advanced Vehicles, qui est placée à Slough, en Angleterre, sous le contrôle de John Wyer. Mais le problème, c'est que cette saison 1964, elle est loin de se passer aussi bien qu'escompté, et notamment au Mans. Alors certes, les GT40 y brillent et signent notamment le record du Tour, mais la fiabilité, elle est encore loin d'être là. Et notamment au niveau de la boîte de vitesse Colotti. Cette boîte, elle a bien du mal à encaisser le couple généreux du V8 4 litres 2. Donc, qu'est-ce qu'on se dit chez Ford ? Ah bah pour la saison prochaine, on va mettre un 7 litres. Oui, c'est logique, on a du mal à encaisser le couple du 4 litres 2, donc on met un V8 de 7 litres qui a plus de couple. Hein ? Bon, allez, je caricature un peu, parce qu'il est vrai que pour les Mark II de 7 litres de la saison 65, ce sera une toute nouvelle boîte de vitesse faite maison. Mais il n'empêche que John Wyer, lui, habitué au petit budget, n'est pas d'accord avec cette démarche. Il estime que la GT40 a déjà tout ce qu'il faut pour venir à bout des Ferrari, il faut juste lui donner du temps, il faut prendre le temps de la fiabiliser. Mais c'est un argument que les Américains ne peuvent pas entendre. Eux, ils sont pressés, il faut que ça aille vite. Donc, au soir de la saison 64, le chemin des deux entités diverge. On laisse cependant à John Wyer le soin de préparer les 50 exemplaires de la Ford GT40 de route qui permettront son homologation en groupe sport plus de 2 litres. Et Ford confie à Carroll Shelby, l'un des pilotes Aston Martin de 1959 de John Wyer lors de la victoire mancelle, le soin de porter le programme sportif qui doit ramener la victoire chez Ford. Fin 1966, les objectifs des deux entités sont menés à bien. Ford a bel et bien gagné le Mans, et John Wyer a bel et bien homologué les 50 GT40 de route. Ford n'a donc plus réellement besoin de la Ford Advanced Vehicles et décide de la céder à John Wyer. Pour cela, John Wyer s'associe à John Wilmot. John Wyer, JW,
John Wilmot, JW. Ils forment donc très logiquement la JW Automotive Engineering. La société reçoit mission de la part de Ford de continuer à assurer le service après-vente des clients de la GT40. Cette mission doit durer 3 ans et un budget leur est même amené pour cela. John Wyer se retrouve donc dans une position assez confortable et cette situation va même encore s'améliorer grâce à la rencontre avec Grady Davis. Grady Davis est le patron de la Gulf Oil Company, une compagnie pétrolière américaine, mais c'est aussi quelqu'un qui connaît très bien le sport automobile US. Il a notamment engagé, piloté puis managé des corvettes qui affrontaient les Cobra de Carroll Shelby avec succès. Davis souhaite s'acheter une GT40 de route, mais qu'il souhaite un petit peu mettre à son goût. Donc pour cela, il se rend à Slough, en Angleterre, et il y rencontre John Wyer. Mais une fois sa GT40 livrée, il continue à venir à Slough rencontrer Wyer. En fait, il a une idée derrière la tête. Davis pense que, comme ses concurrents, la Gulf Oil Company doit s'impliquer en sport automobile. Shell, Esso, BP le font, mais relativement discrètement et surtout de manière un peu désordonnée. Ils investissent un peu partout dans le sport automobile, mais sans qu'on les voie énormément. Par conséquent, ils sont quasiment invisibles. John Wyer, lui, il a une toute autre idée. Il conseille à Davis de concentrer tous ses efforts sur un seul programme. Évidemment, il pense à son propre programme. Mais Davis partage cette idée et ils décident tous les deux en septembre 1966 qu'ils engageront pour la saison 67 une évolution de la Ford GT40. Et là, accrochez-vous bien, le budget qui est alloué à John Wyer est supérieur à celui qu'il demandait. Davis lui dit « On n'aime pas les petites demandes de rallonge de budget de fin de saison. » Donc on lui donne plus que ce qu'il demande. Je pense que ça peut faire rêver certains managers d'aujourd'hui. Bon, ben c'est bien joli tout ça. On a une entreprise, on a un sponsor, on a une idée de programme sportif, il doit manquer un truc, une voiture. Mais pour ça aussi, John Wyer a son idée. Étant donné que Gulf veut une GT40 qui se distingue des autres GT40, il fait appel à Len Bailey qui a conçu une GT40 spéciale pour le compte d'Alan Mann et de Ford Grande-Bretagne. Cette GT40 spéciale en est restée au stade de la maquette, mais les plans sont prêts, il n'y a plus qu'à faire. Pour 2500 livres de l'époque, Wyer rachète l'étude, il embauche Len Bailey et il se lance dans la fabrication de cette GT40 spéciale. Cette GT40 spéciale ne s'appellera toutefois pas Ford. Ford n'est pas fan de l'idée. Donc elle s'appellera Mirage. 3 exemplaires doivent être prêts pour le mois d'avril 1967. Et pour la piloter, John Wyer fait appel à un pilote qu'il connaît déjà, un jeune Belge de 22 ans, Jackie Hicks. Même si Davis ne connaît pas Jackie, il accepte, mais il impose quand même son pilote à lui, Dick Thompson, à John Wyer. Et il parie avec John Wyer que Dick sera plus rapide que Jackie. On en reparlera. Toujours au niveau humain, John Wyer complète son équipe avec John Horstman en tant que directeur général et David York en tant que team manager. Les Mirage M1 ne peuvent pas être prêts à temps pour les 2 grandes classiques floridiennes du tout début de saison, les 24 heures de Daytona et les 12 heures de Sebring. Davis a une solution. Il demande à Wyer d'engager sa propre GT40 pour ces 2 grandes épreuves. Sa GT40, elle est d'un bleu sombre. On ajoute une bande orange au milieu et boum, on a les couleurs Gulf. Car ce sont là les vraies couleurs de la Gulf Oil Company, bleu sombre et orange. Sauf que ça manque de peps. Il ne faut pas oublier une chose, on est en 1967, la plupart des magazines sont encore en noir et blanc, rares sont les photos couleurs. Or, en noir et blanc, le orange est une couleur soutenue, et du coup il y a peu de contraste entre le bleu et le orange. Regardez. Et puis sur la piste, ces 2 couleurs associées, ça manque un peu de peps, un peu de glamour. Mais il se trouve que la Gulf Oil vient récemment d'acquérir une autre société, la Wilshire, et celle-ci se part d'un bleu ciel. Et pour les Mirages, on décide donc d'adopter ce bleu ciel en lieu et place du bleu sombre. La bande orange centrale, les aplats de bleu ciel, constitueront le signe distinctif de Gulf en compétition. Pendant que la GT40 de Davis court en Floride, on prépare les Mirages. Pour favoriser l'aérodynamique, celle-ci se caractérise par un pare-brise qui est beaucoup moins large en haut que les autres GT40. Cela permet de réduire le mètre couple, donc la traînée, et Ford fera de même avec la Ford J, alias Mark IV, qui gagnera les 24 heures du Mans en 1967. Toujours pour améliorer les aéros, les flancs de la Mirage sont plus lisses, et on supprime notamment toutes les prises d'air. Elles sont remplacées par une prise d'air sur le toit du type NACA, plus efficiente sur le plan aérodynamique.
La poupe est également affinée et avec toutes ces transformations, le CX de la voiture descend de 0,35 à 0,33. La face avant de la Mirage reste en revanche très semblable à celle de la GT40. Cette carrosserie spéciale est en fibre de verre, mais on réduit son épaisseur au maximum pour la chasse au poids. Ainsi, elle se contente d'une unique couche de fibre de verre. La chasse au poids se poursuit dans les entrailles. Le châssis est en acier, mais il est lui aussi allégé au maximum, et par endroits, on substitue l'acier par de l'aluminium. On estime donc le gain de poids de 50 kg environ par rapport à la GT40. Niveau moteur, plusieurs V8 Ford seront utilisés, allant du 4,7 litres au 5,7 litres pour revenir aux 5 litres au Mans. Les Mirages sont prêtes pour les essais d'Avril au Mans, et à son volant, Dick Atwood réalise le 6e chrono sur les 2 jours. Vraiment pas mal pour une nouveauté. Les débuts en course se font à Monza, et si la voiture de X Reese abandonne, la deuxième Mirage, celle de Piper Thompson, finit à la 9e place. Arrivent alors les 1000 km de Spa. Et là, ça va pas être la même chanson. Jackie X signe le 2e temps des essais derrière la Chaparral, mais en course, la pluie va devenir son allié, lui que l'on nommait alors le Rainmaster. Dès le départ, 2 pilotes belges s'extraient nettement du reste du peloton. D'un côté, Jackie X avec sa Mirage, de l'autre, Willy Meress avec la Ferrari 412P de l'équipe nationale belge. Jackie part devant, mais Willy reste derrière à proximité. Jamais Jackie ne prend vraiment un ascendant définitif sur Willy Meress. Les deux hommes sont vraiment dans un monde à part. Ils creusent l'écart sur le reste du peloton, si bien que bien avant la mi-course, ils ont déjà pris un tour d'avance à l'ensemble des autres concurrents. Mais lorsque Willy Meress s'arrête au stand pour céder le volant à Burlis, Jackie X, lui, reste au volant. Burlis est beaucoup moins à l'aise que Willy Meress sur la pluie, et Jackie creuse l'écart. Si bien que, lorsque Willy reprend enfin le volant de la Ferrari, celle-ci a plongé à la 3e place derrière l'une des Ferrari P4 d'usine. Willy n'a qu'une envie, réinstaller au plus vite sa Ferrari 412P à la 2e place. Mais dès son premier tour, il prend trop de risques, sort de la piste et détruit complètement la Ferrari 412P. Elle ne sera même pas en mesure d'être alignée aux prochaines 24 heures du Mans. Du coup, Jackie X est libéré, il peut enfin, après plus de 3 heures de course, confier le volant à Dick Thompson et la Mirage terminera avec plus d'1 tour d'avance sur l'ensemble de ses concurrents. Dès sa 2e course. La suite du championnat est nettement plus difficile, surtout au Mans. N'oublions pas qu'il s'agit là des 24 heures du siècle. L'affrontement de 1967 Ford Ferrari Chaparral est énorme. Dans ces circonstances, les deux Mirages ne se qualifient qu'aux 15e et 16e places. Mais surtout, elles éprouvent un gros problème de surchauffe moteur et les deux voitures devront abandonner à cause de ce problème. En fin de saison, les Mirages vont à nouveau briller et remporter d'autres courses, mais il s'agit de courses hors championnat, notamment les 1000 km de Paris, qui se déroulent à Montlhéry, et les 9 heures de Kyalami en Afrique du Sud. Mais pour la saison 1968, les Mirages vont devoir se rhabiller, au sens propre. Et ouais, la CSI, la Commission Sportive Internationale, a été totalement affolée par le niveau de performance vu aux 24 heures du Mans. En effet, le duel Ford-Ferrari-Chaparral a donné lieu à des performances hallucinantes. Ainsi, la Ford Mark IV des vainqueurs a dépassé la barre des 5200 km en 24 heures. Quant à la vitesse moyenne sur 24 heures, on n'est pas loin des 220 km/h, 218 pour être précis. Donc les dirigeants de la CSI sont affolés par le bond de ces performances et dès le mois d'août, ils prennent une grande décision. Ils bannissent tout simplement les Ford Mark IV, les Ford Mark IIB, les Ferrari 330 P4, les 412P. Ils bannissent les Chaparral 2F, ils bannissent les Mirage M1. Bref, ils bannissent tous les prototypes de plus de 5 litres. À l'avenir, seuls les prototypes de 3 litres seront autorisés ou les sports 5 litres. Les sports 5 litres, ce sont les voitures homologuées à 50 exemplaires minimum, ce à quoi correspond la Ford GT40. Et cette décision majeure, cette décision coup près, sera applicable dès le 1er janvier 1968. Autrement dit, tous les monstres qui viennent de générer cette saison 1967 fabuleuse sont condamnés. Inutile de vous dire que les Américains ne sont pas très habitués à la brutalité de telles décisions. Et ça va leur couper l'envie de revenir avant un petit bout de temps. D'autant qu'il se pourrait que cette décision puisse être le fruit de quelques tractations politiques dans la coulisse. Cherchez à qui profite le crime et voyez si ça ne vous emmène pas du côté de Stuttgart. Bref, au lendemain de cette incroyable décision, et alors que tout le monde se demande de quoi le plateau 1968 sera constitué, John Wyer, lui, a déjà sa petite idée derrière la tête.
Au sein de la CSI, on sait que la décision risque de porter un coup majeur à la discipline et Wire subodore que les cadres dirigeants vont être assez coulants sur les homologations qu'ils vont accorder aux véhicules des concurrents désireux de venir disputer la saison 68. D'ailleurs, les faits vont lui donner raison. Ainsi, les Lola T70 vont être admises au départ de la saison 68 sur la simple promesse d'Eric Broadley, le patron, que la voiture va bel et bien être construite à l'avenir à 50 exemplaires. John Wyer se dit donc qu'il va pouvoir enfin démontrer la valeur des idées qu'il soutenait auprès de Ford. Il est temps de faire revivre la Ford GT40 Mark I. Ouais, mais une GT40 Mark I à laquelle on va faire subir la cure amincissante menée sur les Mirage M. Mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, et je vous promets que dans celle-ci, il y aura du légendaire.